Mesdames et messieurs, et oui, ce n'est pas Iman, mais Ilyes. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre rendez-vous matinal Bonjour d'Algérie, l'émission qui vous provient chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran. Toujours dans le mois sacré de Ramadan, où que vous soyez, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments en famille en ce mois de piété, de convivialité et de partage. Au programme du jour, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec la très belle deuxième édition de l'exposition Dar El Gazouz, une exposition qui a été abritée par le Musée des Arts Modernes d'Oran. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous dans un tout petit moment le responsable chargé de la gestion du musée, M. Zakaria Tires, qui nous parlera de cette deuxième édition, de son programme, ainsi que des nombreux artistes et peintures et travaux qui ont été exposés. On passera ensuite au volet artisanat, plus précisément du patrimoine, avec un événement qui arrivera très très bientôt, qui sera organisé au niveau du musée national Ahmed Zabana d'Oran, un événement qui constituera une exposition qui sera consacrée aux vêtements traditionnels algériens, notamment le haïk. Et pour en parler, qui de mieux que l'un des couturiers phares de la région d'Oran, à savoir M. Béchir Chaïla, qui nous parlera de ce vêtement, de cette exposition, de son programme et comment valoriser et promouvoir davantage la tenue vestimentaire algérienne. On passera ensuite au volet en fait, c'est un gros sujet du moment, à savoir la disponibilité des viandes rouges dans les marchés nationaux. Et pour en parler plus en détail, nous aurons plaisir d'avoir avec nous le directeur général de l'ORVO, donc l'Office régional des viandes de l'Ouest, qui nous parlera des actions et initiatives entreprises par la société pour assurer une disponibilité régulière et continue de viande rouge dans les marchés nationaux. Alors, on finira avec une petite touche artistique, notamment littéraire, avec un écrivain qui nous vient de la région de Mostaganem, un écrivain qui a déjà 4 ouvrages à son actif, un écrivain qui varie entre les thématiques, et nous aurons le plaisir de l'avoir, qui s'appelle M. Ramdan Grahin. Il sera parmi nous dans un petit moment aussi pour nous parler un peu de son parcours, de ses travaux, de ses thématiques. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que le programme sera à la hauteur de vos attentes. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier plateau. Mais avant, histoire de vous mettre un peu dans le bain, on vous laisse avec une petite pause musicale, le temps de décompresser un peu, et on se retrouve juste après pour commencer. A tout de suite. يا قاري في منافعك لا تستهزاش حصن علمك وزيد علم لا تدريه وتعلم فيه وسيل لا تعرفاش وفهم فحوى الكلام وشروط معانيه حكمة من غير شيخ لا تتعلماش ما يدخل في العقول علم بلا تنبيه وحرز من كل فايدة لا تستغناش لابد يجيك وقتها تتصرف فيه وإذا حفت للوعر لا تتبحاش سلم في حاجة تنفع والشوم خطيه سلم في حاجة تنفع والشوم خطيه طالله في وصايتي لا تنساه واللي هو هبيل بلاك تحافيه حكمة من غير شيخ لا تتعلمها ما يدخل في العقول علم لا تنبيه إذا تبغي خيار ظنك ما تلقاش واللي تستخبر وتكون الأولى فيه والحبيب اللي تقول هذا ما يرضاش ظروفي ساعة الشدة تعرف ما فيه تعرف ما فيه ما تظنهش مغشاش ما تعرف حاجته ولا صالحتك بيه واستحضر لا تكون في سرك في الشاش بنادم كتر تخدع لا تامن فيه
الهضرة لا تكون شي بيها فياش، كاد من عبد فاز ولسانه يديه، الغتبة في الكبير لا تتحدثاش، راي تقل الحديد يوصل حتى ليه، وشريم اللي تعجبك لا تستهزاش، وتكلم فوق سمتك والوعد فيه، وتكلم فوق سمتك والوعد فيه، تهلا في وصايتي لا تنساش، واللي هو هبيل بالك تحافيه، حكمة من غير شيخ لا تتعلمها، ما يدخل في العقول علم لا تنبيه. الكسوة اللي عارية لا تلبسهاش، واللي ما عنده عقل يتعزى فيه، إذا كانت العرب على حال تشواش، المحبال قرب بالمال ودنيه، لا تستهزاش ولا تطيش مع الطياش، لا تسبق الرحيل ولا تبقى تاليه، صاحب السوء فارقو ما كان علاش، حقو اعطيه له حقك سلم فيه، والبراني كنتو بكليه فراش، والباقي قطعو باش تغطي. Quoi de mieux que de commencer la journée avec une touche de bon Chabi Mostaganémois avec le parrain dans le domaine, Mazouz Bouajej. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec notre premier plateau. Comme je vous l'ai dit, la deuxième édition de l'exposition d'Al Gazouz qu'a abrité le musée des arts modernes d'Oran. Pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ce moment même Monsieur Zakaria Tires. Monsieur Tires, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Salam alaikum, Sahar Ramadankum, Sahar Ramadan kul l'umma l'islamiyya. Alors, Monsieur Tires, pour vous présenter déjà à nos chers téléspectateurs, donc vous êtes le responsable chargé de la gestion actuellement du musée. Non. Ah, ça y est, responsable de programmation. Ah, oui. d'accord, vous êtes responsable de la programmation. Oui. D'accord, d'accord, très bien. Donc vous êtes responsable de la programmation au niveau du musée musée des arts modernes et contemporains. D'accord. Donc avant de parler justement de l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, on va profiter un peu de votre présence aujourd'hui pour présenter un peu le musée Mamo, parce que j'avais reçu plusieurs messages de personnes en amont de la préparation de cette émission qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas vraiment ce musée-là. Donc on va profiter de votre présence pour le faire découvrir à nos chers téléspectateurs. Alors c'est le nom, c'est Musée d'art moderne et contemporain, oui. La rue Larbi Bemhidi. C'était en 1900, l'ouverture c'est en 1923. Oui, quand même, d'accord. Ex-Galerie de France. Alors la fondation en 1923, bon, qui a l'aspect commercial. Oui. Et après, la clôture qui est en 1989, normalement, ou 90. Après l'ouverture en 2017 comme musée d'art moderne. En 2017, c'est l'ouverture. D'accord. Alors il existe depuis 2017. 2017, oui. Très bien, très bien. Jusqu'à présent. Il y avait déjà un programme riche auparavant, hein, depuis l'ouverture en 2017. Bon, avec l'art, même pour le ministère de la Culture. C'est le même exemplaire au niveau d'Alger, le MAMA. Ah, d'accord. Ah, c'est le même, oui. D'accord, très bien. Même l'aspect architectural, presque les mêmes. Même ex-Galerie de France, le MAMA d'Alger. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Et quelles sont les missions et les activités en général du musée? Bon, je sais qu'il y a l'exposition, parce qu'on va en parler dans un petit moment. Oui. Mais est-ce qu'il est dédié, par exemple, dernièrement, il avait abrité le Salon du Livre, par exemple? Oui. Oui. Donc voilà, si c'est possible, le salon du livre, oui. L'ensemble des activités du musée. Les activités, c'est peu pour le même. Auparavant, même pour l'ouverture en 2017, c'est peu par
par rapport à cette architecture, même la fondation de le musée, Oui. le livre, c'est au niveau du ministère. Oui. Le salon du livre, pendant 10 jours d'euros. Ouais. Ça a été quand même un bon succès. Plusieurs éditions, oui. Oui, c'est On avait varié. croisé d'ailleurs les éditions publiques, ANEP, ENAG, etc. Au niveau de rez-de-chaussée, premier Oui. et deuxième. Oui. Oui. Ça se passait bien. Il y avait eu très quand même bien. une bonne fréquentation par rapport aux années précédentes. Généralement, le salon du livre de Rouen n'était pas très réputé pour être un salon qui draine du public. Oui. Mais cette fois, j'ai eu déjà la chance de le C'est une visiter en personne. publicité gratuite pour le musée, oui. Oui, oui, exactement. Oui, exactement oui. Il y avait énormément Parce de que monde. la J'étais plupart très content de voir ça. ne savent pas, même pour l'endroit. Oui. Même l'ouverture en 2017, bon, qu'il y a des activités, mais après, qu'il y a une rupture. Oui. Alors, الناس بزاف اللي ما ولوش يفريكونتو لوندروا وتبدلت ما لوندروا نساوه كاع ما ولوش يعرفوا. Oui, oui, oui. Alors qu'il est en plein, comme En plein centre-ville, c'est un en plein endroit centre-ville. stratégique, Tout à fait. même pour l'aspect commercial. Ah, oui, oui. Même qu'il y a une procédure دارتها ministère, mais مازال ما Oui. J'ai vu, l'étude aussi, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y avait plusieurs artistes dans plusieurs domaines qui vous contactaient justement pour exposer et que vous leur laissez l'espace au niveau du musée pour exposer leurs travaux, etc. Ce que je trouve être une très très bonne chose. Plusieurs, même il y a une journée, البارح contacté les étudiants jamais au niveau de l'USTO. Oui. Pour le mois de patrimoine, D'accord. parce que le mois de patrimoine c'est le 18 avril jusqu'à 18 mai. Oui, oui. Très bien. L'événement est le mois de patrimoine. Le mois de patrimoine, le slogan cette année c'est la culture et l'intelligence artificielle. Le gros sujet du moment. Ouais. Très bien, très bien. Donc bon, on va y revenir à ce sujet-là après. Alors maintenant, on va commencer par... je sais que ça a été la deuxième édition de cette exposition Dar el Gazouz. Déjà pour commencer, parlez-nous un peu justement de ce projet Dar el Gazouz. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu perplexe pour nos chers Ça me fait téléspectateurs. plaisir de خدمت معهم. Ça fait 2 mois. Oui, كنت en contact avec les responsables تما. L'entreprise اللي دارت هذا l'événement, bon l'entreprise par logistique كتر. d'accord. Une entreprise اللي خدمت presque c'est une entreprise d'audiovisuel هي اللي خدمت côté décor côté Oui, parce que كان un petit scénographie, studio oui. داخل Oui. côté de scénographie بارك الله فيك. Oui. Alors 2 mois دي ورد رسمنا باش يكون l'événement le 14. Oui, Le 14 avant كانوا des grands travaux درناهم au niveau du rez-de-chaussée خدمنا. Bon, pour l'affiche, l'affiche même pour à la Barra, les travaux de nettoyage. oui. Alors, on va installer le matériel, mais ça va très très bien. Bon, كاين الناس باش يعرفوا l'activité كيفاش مشات كاين une exposition des tableaux, des tableaux techniques numériques. Dessin numérique. Oui, Oui. comme le pop art, comme on dit. Pop art, oui. Barakallahu fik. Oui, voilà. La source, c'est pop art. Oui. Oui. Parce que justement, je connais un peu le travail de Hicham qu'on connaît sous le nom oui. de Moustache. Et je sais que lui, il avait justement travaillé sur cette notion de gazouz, de limonade, tout ce qui relève à l'Algérie d'antan. Et donc, j'ai retrouvé un peu son style, c'est pour ça que je vous ai d'ailleurs... Barakallahu fik. Alors, اللي عجبتني أكثر c'est le slogan. Le slogan أنا جزائري. Oui. Parce que كاين رانا نشوفوا داير كاع les Algériens en tout. Le problème تاع la culture تاع l'Algérie كيفاش راهي ديسباتشا هاك وهاك. Alors normalement حنا نحتفظوا بهال le patrimoine نعطوه قيمة. بانت لي ستان ديبي مام ماذا بيا لو كان هاد لاكتيفيتي تاع الغازوز سا فا كونتينيي باسكو الجي
من Alger هنا وهران on rend Constantine. Ah, d'accord. Donc maintenant, ils sont donc, au niveau de Constantine. Constantine, oui. D'accord, d'accord, très bien. C'est tout un itinéraire اللي تبعوه. Alors c'est très très bien gars. Ouais. Côté de programme, côté de logistique, côté de... Alors c'est incroyable. Au fait, la question que je voulais poser, c'est que le public oranais n'est peut-être pas habitué à ce type d'exposition. C'est notre Position faute. consacrée, justement. C'est notre faute. Oui. Parce que شوف, quand il y a une continuité de travail, Oui. وتربي هذا الجيل على la culture, la culture mais raffinée. Oui. Alors الناس Parce que pour nos expositions, c'est peinture traditionnelle, peinture sur huile ou oui. enfin plutôt huile sur toile, etc. Et donc on n'a pas l'habitude de voir justement des créations de ce genre-là. بارك الله Très فيك. modernes. Même pour انا j'ai débuté l'atelier حكيت لك عليه من قبل كي تلاقينا. Oui. L'atelier des beaux-arts. Le nom des beaux-arts c'est pas atelier de dessin. Oui, Parce qu'il y a exactement. une différence. Exactement. D'ailleurs اللي جاو عندي اللي كانوا يتعلموا pourquoi pas de dessin et le mot تاع les beaux-arts. Les beaux-arts parce que نعطيهم plusieurs presque tous les spécialités اللي نقراوهم في les beaux-arts. Oui. Soit le dessin, modelage, peinture de deux côtés à l'huile ou à eau ou aquarelle. Très bien. Alors même pour pour débuter les ateliers ou n'importe quelle activité culturelle, c'est un peu lourd parce que maintenant c'est l'habitude. Oui. Pour nous, comme entreprise étatique, nous attirons la foule. Tout à fait. À travers justement À travers des activités initiatives de ce genre. oui, Oui, oui. donc même si c'est nouveau, mais c'est toujours bien d'avoir des nouveau curieux. et Oui. à la hauteur. Mais c'est bien, oui, exactement. Ouais, Exactement. oui. Nouveau, mais à la hauteur, autant l'imposer. Mais justement, étant donné que c'est la deuxième édition, quelle différence y a-t-il eu cette année par rapport à l'année précédente? Enfin, par rapport à l'édition précédente à Alger. Je sais qu'à Oran, c'est la première fois. À Oran, normalement la troisième édition, parce qu'à Alger l'année passée Oui. et cette année, juste كملوا من Alger جاوا هنا. Oui. Non, mais c'est la deuxième édition de l'exposition d'Al-Gazouz. Certes, elle contient plusieurs dates, Oui. mais c'est toujours la même Alors c'est exposition. pas l'année passée dans le Gazouz, كانت مديورة هذا العام. D'accord. D'accord. داروها au niveau d'une galerie à Alger. Mais à travers les artistes من ريحت معاهم كاينة une grande différence. هنا au niveau d'Oran. Que ce soit en termes de contenu, enfin. Non, de qualité de matériel, même pour l'exposition. Question de نجمو نقولوا تعني تنظيم. Mhm. D'accord. Programmation c'est formidable, même pour d'ailleurs le musée un aspect عنده formidable. Très bien. Pour l'espace, hein. Oui. Et maintenant, on va un peu parler du contenu, donc justement Oui. de cette exposition, parce que maintenant on a parlé un peu de l'aspect logistique, etc. Oui. Quelles sont, donnez un peu une idée sur les artistes et même les œuvres qui ont été présentes lors de cette exposition, lors de cet événement. Les artistes, Bon, je sais qu'il y avait une moustache par contre, Oui. ça je sais. J'ai vu un peu ses travaux. bon انا نعرف les noms تاعهم mais jamais تلاقيت بهم انا هاد les artistes parce que des Non plus. jeunes, hein. Oui. Des jeunes, bon, l'initiative qui l'entreprise parce que يعطوا un coup de pouce pour les jeunes, les jeunes artistes هادو باش au moins نبينوا احنا on va كيما يقول لك نبينوا le patrimoine algérien, notre coutume, plusieurs choses de notre pays. Parce que كاين ناس كي تهضر لها على لو بي مانيش عارف كاين ناس ديزيسبيري. انا نقول لك حاجه انا مدي ميساج بور لي جون. Oui. راه عندنا ان غران بيي اللي نورمالمون نستحفظوا عليه باسكو ماشي ان بيي دو نيمبورت ما راهش ان بيي فاست بلي فاست بليزيور كولتور بليزيور مانيش عارف انا ميم بور ليسباس تاع لو بيي صحراء لو كليما Tout à fait. لي كوتوم دو شاك ريجيون. Oui, oui, exactement. الوغ هنايا يليق الناس تعرف باللي Oui, il faut avoir cette ferveur pour ميم بور défendre. لو سلوغان علاه قلت لك لو مو هذا انا جزائري ça me dit tout. Ouais. Pour le En fait, le plus beau, c'est que c'est vrai, il y a le slogan,
Mais il y a aussi le fait que lors de la préparation de l'émission, j'ai découvert que c'était un événement qui a été initié par une marque de boissons. Oui, c'est une grande marque de Oui, boisson. au fait, plutôt une très très grande marque de poissons, Oui. la marque Centenaire, qu'on ne peut pas citer, mais que tout le monde connaît, j'imagine. Je veux saluer même les responsables de Oui. cette entreprise. Oui. Alors, même le responsable, c'est une femme, bon, la génération, le nom de la grande marque, la meilleure édition d'Erta هنا في وهران. عجبتهم. Oui. À travers الكلام اللي قالوه ولا c'est la meilleure édition d'Erta هنا Ouais. في وهران. Mais je trouvais ça très très beau, le fait que ce soit une marque de boissons qui organise un événement consacré au patrimoine et à la culture algérienne. Oui. Ça, je trouve ça très très beau. Malheureusement, normalement, même les marques de n'importe quel produit alimentaire ou Oui. normalement, ils te le chemin. L'exemple, c'est vrai, Oui. c'est vrai, exactement. Espérons que ça soit juste une première tentative et que ça va laisser le champ à d'autres initiatives similaires. D'ailleurs, même les tableaux اللي داروهم pour l'exposition, Oui. l'entreprise هي اللي شاريه هاد Ah, c'est l'entreprise qui avait sélectionné les tableaux. leur bien, oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, parce que les artistes, madame, يحضر l'exposition, oui. Tout à fait, oui. Mais côté de finance, côté pour les tableaux, le meilleur pour l'artiste, c'est quand le tableau qui ينباع, qui يشروه, alors عنده قيمة فنية, la Oui. cote تطلع تاع l'artiste. Et surtout qu'il soit exposé par la même marque qui lui a acheté justement le tableau. بارك الله فيك. Exactement, c'est un gage de reconnaissance aussi. Parce que même في l'exposition, بالك شفت quelques tableaux, c'est destiné pour la marque. Tout à fait, tout à fait. كاين طابلو انا بالك الناس اللي دخلوا شافوه انا اللي عجبني بزاف ان طابلو بون كاين un bâti le style de la Casbah. Ah oui. Et il y a des personnages. Ça, c'était mon préféré aussi. Ah, c'est le meilleur. D'ailleurs, je vous ai appelé même au téléphone pour vous demander s'il était en vente d'ailleurs. Ah, ouais, oui, oui, oui. parce que c'était aussi mon préféré, c'était un magnifique tableau. C'était d'ailleurs fait par un moustache. D'ailleurs, on passe notre temps à en parler. C'est d'ailleurs un magnifique tableau qui regroupe plusieurs personnalités culturelles algériennes. Des artistes, il y avait Haj Anqad Ahmed Harachi, etc. Et autour d'une garda algéroise. Je trouvais ça magnifique. Oui, donc c'est vrai, c'est vrai. C'était mon préféré aussi. Donc maintenant, une question que je voulais vous poser, est-ce que la marque, par rapport aux besoins de cette exposition, est-ce qu'elle a fait appel à des artistes uniquement algériens ou il y avait même des artistes internationaux? Non, algériens, mais plusieurs régions. Ah, d'accord. Il n'y avait pas par exemple des Algériens, mais de la diaspora ou résidant à l'étranger? Non, non. Là. Le mot أنا جزائري طبقوه في أنا جزائري 100%. alors chaque région عيطوا un artiste. Bon, اللي نعرفهم كاين واحد هنا أوران سعيدة. كاين تامن راسات. D'accord, ah, très bien, très bien. Taman Rasset aussi. Plusieurs régions. D'accord. Ouais. Et en marge de la tenue de cette exposition, parce que j'ai vu dans les photos qu'il y avait quand même un bon public qui était présent pour apprécier l'événement, mais est-ce qu'il y avait en marge de l'exposition des animations pour accompagner comme des ateliers ou des conférences sur le patrimoine ou sur la culture algérienne en général? Conférence, non. Je comprends ما بغاوش يديروا des conférences parce que c'est مول الفطور alors إنسان يكون صايم c'est un peu lourd باش دير une conférence. جابوا des totems, le style tactile. Alors les slogans, c'est pas des slogans, des petits dessins هكا presque كيما les tampons اللي كنا نديروهم بكري. Mais la signification تاعهم تاع l'entreprise تاع les boissons هادو. D'accord. Alors à travers هاد l'écran تتحكم في les couleurs. انت تبدل les couleurs كيما تبغي. D'accord. Donc c'est une création interactive. سي حاجه جديده on n'a pas de l'habitude. انا بروحي من شفتها ما قلت لها انا je ne les connais pas. Même il y a l'exposition en 3D. C'est un musée خادمينه en 3D, une démonstration تشوفها à travers l'appareil. En VR. ايوه. Ouais, parfait, parfait.
Alors, les deux choses les Très bien, ben, très bien. déroulent en parallèle. Alors maintenant, juste comme mot de fin, M. Tires, parlez-nous un peu juste brièvement des activités à venir du moment. Vous avez parlé d'activités concernant le patrimoine, donc juste brièvement pour finir. Bon, les activités dorénavant, le mois de patrimoine, le début c'est le 18 avril jusqu'à 18 mai. Alors qu'il y a une exposition au niveau du premier étage, qui est exposition d'un architecte algérien. Bon. Une exposition des plans, des projets. Très bien. Très bien. C'est quelle date? 18 mai. 18 mai. 18 avril. Ah, 18 avril. D'accord. Le 18 avril, il y a plusieurs activités, soit au niveau du musée d'art moderne, Palais de la culture. Alors, bon, un programme varié. D'accord. Parfait. Ou qu'il y a des expositions, des expositions des tableaux. Très bien, très bien. On vous invitera le moment venu pour en parler plus en détail une fois que la date commencera. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zakaria Tires, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la programmation au niveau du musée des arts modernes et contemporains d'Oran. Merci beaucoup à vous de nous avoir consacré de votre temps, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et ça aussi. Alors, quant à nous, chers téléspectateurs, on continue, mais tout d'abord, on vous emmène découvrir avec nous une magnifique pièce qui s'est tenue tout récemment au niveau du théâtre régional d'Oran, une pièce qui s'appelle Le Fil Rouge, écrite et réalisée par Elisa Biaggi. On vous laisse apprécier ce petit moment et on se retrouve juste après. Ils ont tué ma fille. Je t'ai serrée dans mes bras. Comme pour la première fois. Deux voix résonnent à travers le temps dans la pièce Le Fil Rouge, écrite et réalisée par l'italo-algérienne Elisa Biaggi, qui a conquis le public oranais au théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Jazair, la révolution, sont les femmes, sont l'engagement des femmes, sont le combat des femmes, sont la solidarité des femmes avec leurs familles. La révolution n'aurait pas été une réussite. On a trop tendance à oublier la femme, elle joue un rôle très important. Et l'homme, quel qu'il soit, tout son courage, tout son combat serait vain sans l'aide, sans la présence, sans la solidarité, sans l'engagement de nos femmes. عطاتنا يعني واحد الصوره اللي فريمون واش الاستعمار الفرنسي واش دار في حرب التحرير الوطني. يعني كي تشوف يعني هذوك لي زيماج وتشوف هذيك لا ريزيستونس تاع لا فام وكل شيء، انا الحق الدمعه طاحت لي. قلت انا يعني فريمون حنا زدنا في الاستقلال. نسمعوا بصح كي تشوف دي زيماج فريمون صافي مال لو كور. Par son jeu habité, Biaggi nous propose à travers ce monologue d'une rare intensité un hommage aux combattantes de l'histoire algérienne et un cri d'amour aux femmes d'hier et d'aujourd'hui. Je me suis beaucoup inspirée de vraiment des images que j'ai pu observer chez ma grand-mère. C'est quelqu'un d'extrêmement réservé, qui parle très peu, mais quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Tout est très bien, tout est linéaire. Et j'ai vraiment voulu faire cette différence entre moi, Elisa, qui bouge dans tous les sens, qui est très chaotique, qui raconte beaucoup de choses, beaucoup de mémoires, et de l'autre côté, une grand-mère qui est une jeune, donc ma grand-mère jeune, qui était beaucoup plus calme, centrée, et qui savait exactement son devoir. Plus que des films qui imposent un petit peu une vision du réalisateur, je pense que le théâtre a cette capacité de suggérer sans imposer une vision. Et le théâtre, j'espère qu'il continuera à vivre, parce que pour moi c'est une force énorme.
On a en Algérie des théâtres comme celui-ci qui sont pour moi époustouflants. Et on a aussi des petits théâtres dans des petites villes qui sont aussi des petites pépites. Et je pense qu'il faut continuer à faire vivre l'art et faire vivre le théâtre, absolument. Une pièce qui nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée, qu'elle palpite encore dans les cœurs et les récits de celles et ceux qui osent la porter. Une magnifique pièce et un magnifique monodrame écrit par Elisa Biaggi, consacré au combat des femmes algériennes pour la libération du pays. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on continue avec notre deuxième plateau, le gros sujet du moment, à savoir la disponibilité des viandes rouges dans les marchés, dans l'ensemble du marché algérien national. Et pour en parler plus en détail, qui de mieux que le directeur général de l'ORVO, donc l'Office régional des viandes de l'Ouest. Donc c'est M. Mohamed Belaoun. Monsieur Belaoun, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez un planning très chargé, donc merci d'avoir répondu présent et d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, merci pour cette honorable invitation. Nous sommes toujours ravis d'accepter de venir pour voir les téléspectateurs qui sont en parenthèse nos clients à travers le NTV. Tout le plaisir est pour nous, cher monsieur. Donc, avant de commencer à parler de l'alimentation du marché en viande rouge, on va commencer déjà par présenter l'ORVO. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc, je vous laisse un peu nous présenter l'établissement. Alors, l'ORVO, c'est une entreprise publique économique créée en 81, créée réellement en 78. Et le passage vers un office, de l'office vers une entreprise, c'était en 81-82. Elle existe actuellement dans 9 wilayas, dans l'ouest algérien, où nous travaillons principalement sur le volet production animale, au niveau de la wilaya de Saïda et la wilaya de Naama. En viande blanche et rouge ou uniquement rouge. D'une façon particulière, l'ovin, tout ce qui est ovin. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est entreposage frigorifique. Nous sommes des spécialistes en matière entreposage frigorifique, notamment la valorisation et le stockage de tout ce qui est produits agricoles dans les programmes de régulation du marché qui sont menés par le ministère de l'Agriculture. Et même pour le secteur privé? Bien sûr, bien sûr. Actuellement, dans nos stocks, il y a des quantités énormes de l'oignon et de la bande de terre. Entre parenthèses, sont des produits stratégiques pour le consommateur algérien pour éviter tout ce qui est augmentation des prix ou bien la non-disponibilité de ces produits dans les marchés hors saison. Et le troisième volet, c'est la commercialisation des viandes, actuellement les viandes importées. D'ailleurs, je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous disposez déjà de plusieurs points de vente. Oui. Alors actuellement, donc on peut acheter directement de chez l'ORVO. C'est-à-dire pour garantir la disponibilité de nos produits, nous avons pensé à ouvrir des points de vente directs de l'ORVO. Tout à fait, oui. Nous avons passé 2022 2 points de vente, 2023. Donc Lusto et Delmonte, c'est ça? En 2022, c'était Delmonte et Mascara. Ah, Mascara, d'accord. C'était Delmonte et Mascara. 2023, Gambetta et Usto. Nous avons évité Delmonte pour des problèmes techniques et Mascara, 3 points de vente. Actuellement, nous sommes à 18 points de vente. 18 points de vente. La semaine prochaine, c'est le point de vente numéro 19 au niveau de la wilaya de Saïda. Et il sera, Inch'Allah, le deuxième point de vente au niveau de la wilaya de Saïda. Très bien. Donc, pouvez-vous nous citer un peu toutes les wilayas? Plus 53 boucheries conventionnées avec l'ORVO. Cette année, nous avons innové. C'est-à-dire, on ne peut pas être partout, sincèrement. Exactement. On peut pas être, nous sommes une entreprise de distribution. Alors, nous avons pensé à signer des conventions avec des boucheries, avec nos conditions en matière respect des prix. Parce que nous sommes une entreprise qui vise la régulation du marché. Nous sommes un organe de l'État. Exactement. Un organe de l'État. Et plus pour garantir la disponibilité
un douar, une dacharaf, une ville. Pour que tout le monde puisse avoir accès, Voilà, et que tout le monde puisse en profiter. Et en plus, il y a aussi un autre point, c'est les boucheries mobiles dont vous disposez et qui se baladent un peu partout, en tout cas à Oran, pour proposer justement. Alors, nous avons eu l'honneur de passer via l'ENTV pour présenter notre boucherie mobile. Oui. Alors actuellement, nous avons deux boucheries mobiles qui ne sont pas actuellement à Oran. Nous avons parce que c'est-à-dire Fahran, à Oran, il y a le produit. D'accord. Il y a un produit. Alors nous avons pensé à quelques wilayas. Mais il n'y en avait pas au niveau de ADL Messelguine à un moment donné. Deux boucheries. Ah d'accord, oui, voilà. Notre produit est un peu partout. Très bien. C'est-à-dire, c'est pas notre produit. Nous sommes une entreprise filiale Alvia. C'est le produit Alvia. Oui. Mais nous sommes l'organe chargé de distribution dans la partie ouest. Oui. Très bien. Alors maintenant, M. Belaoun, j'aimerais un peu parler du tarif, parce que quand même c'est un tarif très attractif, qu'on ne trouve nulle part d'ailleurs. Cette année, il a été fixé à 1180 dinars le kilo. Alors, ce qui est encore moins cher que l'année précédente d'ailleurs. Alors l'État, elle est présente. Oui. L'État, elle est présente. Il y a un décret exécutif 2433 où les marges bénéficiaires sont fixées. Oui. 4% importateurs, 5% grossistes et 8% détaillants. C'est-à-dire d'un côté, les prix sont presque fixes. La viande sous vide, elle est fixée maximum, comme il a déclaré Monsieur le ministre du Commerce, le maximum c'est 1200 dinars. Le maximum c'est 1200 dinars. Et nous avons présenté ce produit-là avec une qualité premium, parce qu'il y a plusieurs qualités. Oui. Dans le marché international. J'ai eu la chance de le tester moi-même. Je confirme, c'est une qualité exceptionnelle. Alors nous avons la qualité premium, à 1180 dinars. Absolument. À 1180 dinars dans nos points de vente et au niveau des boucheries conventionnées. Et nous avons aussi, aussi des points de vente en gros. C'est-à-dire les 18 points de vente, c'est pour les détails. Oui. Et nous avons 7 unités de froid au niveau de cette wilaya. Alors chaque unité, elle est chargée de commercialiser les viandes en gros, c'est-à-dire pour les détaillants directement. Alhamdoulilah, nous avons travaillé avec les walis de toutes les wilayas, c'est-à-dire toutes les walis pour faciliter, c'est-à-dire les démarches, les procédures, etc. Plus tout ce qui est organes de contrôle, la DCP et les services de la DSA. C'est-à-dire nous avons 7 points de vente pour le gros, sont invisibles, entre parenthèses. Oui, ça c'est pour les opérateurs économiques. Voilà. Pour les bouchers, c'est-à-dire au revoir, boucher directement sans passer par un grossiste ou intermédiaire c'est-à-dire pour garder le prix à 1200 dinars maximum. Très bien. Et on rappelle aussi à nos chers téléspectateurs que vous ne vendez pas uniquement de la viande dite brute. Vous proposez même les sous-produits, notamment la viande hachée, etc. Et même le poulet cette année, durant le mois de Ramadan. À un moment donné, il y a une opération de distribution et de commercialisation de poulet. Alors, pour éviter tout ce qui est problème de poulet de l'année passée, l'État a déjà pensé de garantir un stock colossal des viandes blanches, et pour éviter même l'importation. Tout à fait. Même l'importation, nous sommes une filiale groupe agrologue. L'ONAB et l'Oravio, c'est sous le groupe agrologue. Nous avons travaillé en collaboration pour commercialiser le poulet surgelé. Tout à fait. Et pour baisser aussi la pression. À 330 dinars le kilo au niveau de nos différents points de vente. Et surtout aussi pour baisser la charge, étant donné qu'il n'y a qu'un seul point de vente de l'ONAB, j'imagine, à Oran, normalement, si je ne me trompe pas. Sincèrement, je n'ai pas de statistiques concernant. Donc, en tout cas, j'imagine qu'il y a une forte demande sur ce produit-là. Actuellement, nous avons 4 points de vente. 4 points de vente directs, Orvo direct et une dizaine de boucheries conventionnées. C'est à Usto, c'est le point de vente principal. Tout à fait. Gambetta et Delmonte. Et au niveau de l'EMEC, c'est une foire commerciale durant le mois de Ramadan. Actuellement, nous commercialisons plus de 1,5 tonne jour. C'est une quantité colossale. Théoriquement, c'est impossible. Théoriquement, c'est impossible, mais c'est une quantité réelle. Ouaran, c'est la wilaya la plus où nous avons la consommation, la plus haute consommation
en matière de viande rouge. Quand même, le plus frappant, c'est que c'est un chiffre qui monte en crescendo chaque année. Donc quand même, vous avez constaté une demande constante. Une forte demande, oui, une forte demande. Chaque année. Et est-ce que par rapport à vos capacités, est-ce qu'il y a de quoi satisfaire la demande, en tout cas d'Oran, tout au long de l'année? Je vous invite pour visiter nos stocks. Nous avons, entre parenthèses, hein, en Algérie, nous avons le hamlahna, la viande lahna. Nous avons un stock jusqu'à le mois de mai. Hein, jusqu'à le mois de mai. Vous pouvez visiter nos points de vente. Nous travaillons avec les services du commerce, la DCP, etc. etc. C'est-à-dire on peut pas, c'est-à-dire nous, la matière interna, les produits interna, c'est-à-dire sont contrôlés. Sont contrôlés. Nous avons la boucherie, le commerçant X, il est déjà déclaré au niveau des services de commerce pour contrôler les prix, etc. Et nous avons même un contrôle interne à travers nos agents commerciaux sur terrain. Très bien. Pour éviter tout ce qui est augmentation des prix. Et nous sommes fermes. Je préfère le stock Andy et de ne pas donner la chance à un commerçant pour vendre. Et qui risque aussi de dégrader le produit et aussi la réputation de l'entreprise. Et une autre question que je voulais vous poser, M. Blaoun, je profite de votre présence aujourd'hui pour l'aborder. J'avais vu sur les réseaux sociaux de l'établissement une annonce qui date un peu sur la commercialisation prochaine de certains produits agroalimentaires, notamment des pois chiches, du riz, etc. par l'Orvo. Nous avons un petit grand projet. Oui. Parce que nous avons un champ d'activité vaste. Oui. Nous travaillons dans tout ce qui est agriculture. C'est-à-dire, c'est vrai, nous avons une appellation, une nomination historique, Office régional des viandes, mais nous sommes une institution, on peut lancer des formations, on peut lancer plusieurs nouveaux projets. Oui. Alors, dans le cadre de l'amélioration de l'état de l'entreprise et d'innover un peu, nous avons pensé à commencer un petit projet au niveau de la wilaya de Mostaganem, commune de Boguerat, pour lancer une petite unité de conditionnement des légumes secs. Nous avons presque, les procédures sont presque à la fin. Tout ce qui est déclaration l'ENAPI, la création des logos. Ah, donc c'est pour très bientôt? Très bientôt, Inch'Allah. Oui. Nous avons lancé l'acquisition de la machine. C'est une machine quand même importante, importée, pour garantir un produit concurrent, produit connu dans le marché. C'est-à-dire, entre parenthèses, ce n'est pas un produit d'une entreprise étatique, c'est un produit de la basse gamme, non? Oui. Inch'Allah, vous allez voir le produit, le packaging. Le produit, le packaging, les conditions de stockage, les conditions hygiène, le respect des normes ACCP, etc. J'ai déjà vu le packaging qui est très attractif d'ailleurs, très attirant, très captivant. Et donc, est-ce que ça sera commercialisé? Nous avons engagé des professionnels, une boîte professionnelle pour la réalisation de tout ce qui est packaging. Oui, vous vouliez le produit le plus professionnel et le plus concurrent possible, on va dire. Et est-ce que ça sera commercialisé au niveau des points de vente de l'Orvo ou vous allez plus ou moins coordonner avec d'autres entreprises publiques comme Agrodiv par exemple? Bon, Agrodiv c'est un leader entre parenthèses. Oui. Agrodiv c'est un leader historique. Oui. C'est la continuité de groupe Riyad, c'est un leader historique. Oui. Alors nous ne sommes pas, c'est-à-dire l'idée de créer cette unité. C'est dans le cadre des efforts de l'État qui visent la régulation du marché. Oui, absolument. Il y a une année, le bio al-Hamas m'a sur le marché. Alors l'État a frappé avec une main forte. Actuellement, il y a un seul importateur, c'est l'OIC. Oui. Un seul importateur exclusif, c'est l'OIC, pour garantir une distribution équitable au niveau du marché. Alors, Inch'Allah, on va commercialialiser le produit interne au niveau de nos points de vente. Très bien. Et au niveau du marché. Au niveau du marché. Nous avons déjà lancé la prospection. Nous avons en matière commerciale. Très bien. Donc on pourra le trouver partout. Nous avons une équipe dédiée uniquement pour lancer cette opération. C'est très bien. Et en même temps, je pense que ça va aussi créer de l'emploi aussi. Bien sûr, bien sûr. Ce projet a déjà créé des postes d'emploi au niveau de la wilaya de Mostaganem.
C'est très très bien. Alors maintenant, M. Belhaam, pour revenir un peu à la thématique de la viande rouge, par rapport au programme de l'année, maintenant je ne parle pas uniquement du mois de Ramadan, mais au programme de l'année, envisagez-vous de continuer dans l'importation de la viande rouge, histoire de stabiliser le marché et que ça puisse être disponible tout au long de l'année, ou c'est un programme qui a été programmé uniquement pour le mois de Ramadan? Là, nous sommes présents 12 mois, hein, c'est 12 mois, 6 sur 7. Oui, oui. Donc vous avez constaté vous-même, vous-même, ça, il y a une petite perturbation en matière d'importation. Oui. Ça, exactement. C'est-à-dire pour des raisons climatiques, des raisons peut-être bureaucratiques partout. ماشي au niveau de l'Algérie parce que nous avons le couloir vert alhamdoulilah le produit يدخل يخرج على كل حال الحمد لله كاين تسهيلات ونشكر الناس اللي تسهر على هذه التسهيلات au niveau des ports port d'Oran, port de Mostaganem au niveau mais nous sommes présents durant toute l'année حتى لما كاين l'importé quel est le produit local le produit local avec un prix parce que nous ne sommes pas une entreprise qui vise le ربح. C'est-à-dire, nous sommes une entreprise à but, bien sûr, commerciale, hein, mais c'est-à-dire, nos marques, sont très limitées. Sont très limitées, uniquement pour couvrir quelques charges de fonctionnement. Non, en fait, ma question, c'était par rapport à la quantité. Est-ce que vous pouvez quand même, étant donné qu'il y a une forte demande à Oran, est-ce qu'il y a de quoi assurer en matière de viande importée, il y a des quantités... Enfin, après mai. Non, je parle d'une façon janvier jusqu'à décembre. Ah d'accord, voilà, très bien, voilà, exactement. Les quantités, c'est-à-dire il y a toujours l'équation l'ard au talb, l'offre et la demande. Tout à fait. Actuellement, l'État a pensé le muqayyada au niveau des abattoirs de Adrar et de Tamar Rasset, une viande de qualité mliha, mais supérieure et une moyenne qualité, consommable, demandé par le consommateur. C'est-à-dire, si nous avons eu au futur, au passé, des problèmes de la non-disponibilité des produits importés, quel est le produit local? Quel est le produit local? Voilà. Il a une forte demande. D'ailleurs, en parlant du produit importé, quels ont été les fournisseurs cette année? L'année dernière, par exemple, il y avait l'Italie. Cette année, le sous-vide, c'est le Brésil et l'Inde. D'accord. Le Brésil et l'Inde. La viande ovine, c'est la Roumanie et l'Espagne. Je parle de nos produits. Hein, nos produits. Oui, absolument. Et par rapport aux nous avons même le produit, nous avons même la viande bovine, le veau importé, vif, sur pied. C'est le terme technique, sur pied, c'est vif. Et nous avons, Alvia a commencé l'abattage au niveau de nos abattoirs industriels, Ain Mlila, Hassi Bahbah et Bouktab. Très bien. C'est une viande fraîche abattue au niveau en Algérie. Ah d'accord. C'est-à-dire pour combler les vides et pour remplir les vides entre parenthèses, entre chaque arrivage très bien. De tout ce qui est importation. Très bien. C'est pas un langage populiste, c'est pas un langage du bois, c'est-à-dire c'est pas de la démagogie. Les points de vente sont ouverts. Comme je vous l'ai dit, j'en ai fait l'expérience moi-même, donc je peux confirmer. Les points de vente sont ouverts. Nous avons eu des contrôles par des députés. Par des associations qui de la protection du consommateur, par les organes de l'État. C'est-à-dire, alhamdoulilah, nous avons un produit de qualité et conditions d'hygiène selon les normes internationales. La norme HACCP, c'est la norme internationale. Nous n'avons pas la norme HACCP parce que c'est une norme... c'est-à-dire, le certificat, nous n'avons pas le certificat HACCP. D'accord. En parenthèse, ce n'est pas facile. Mais nous respectons, nous avons un spécialiste chargé de la qualité. Sa mission, c'est le suivi, aspect hygiène et qualité. Et le tout à des prix très 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 compétitifs. 1800 dinars, 1180 dinars au lieu de 1200 dinars. Absolument. Alors, merci beaucoup, monsieur Mohamed. Nous avons une opération bientôt. Malgré j'évite de parler. Inch'Allah, nous avons procédé conformément à les instructions de monsieur le président de la République. Alviar, c'est notre société mère. C'est notre groupe. Inch'Allah, il sera concerné par l'opération d'importation d'un cheptel vif pour
c'est-à-dire le cheptel vif, Aghnam al-Adahi, Aghnam al-Adahi pour le Eid, sacrifice de l'Eid. Et je vous assure qu'au niveau de nos wilayas où nous existons, on va, Inch'Allah, commercialiser les produits avec le prix fixé par les autorités. Ça, quand même, c'est une louable initiative vu les augmentations qu'a connues. Nous avons déjà procédé les préparatifs. Actuellement, nous avons 4000 têtes au niveau de la wilaya de Saïda, destinées à l'engraissement pour l'Eid. 4000 têtes, c'est une petite quantité, mais qui vise la régulation du marché. Hein. C'est pas pour la disponibilité. Hein. C'est-à-dire باش يكون كاين une référence. عند لورفو الخروف تاع une année تاع 6 mois واش عليه يدير. C'est-à-dire un فلاح ou bien un revendeur ou bien un موال ما يقدرش يبيع. Ils sont obligés de se référer à ce prix. Exactement. Mais après les instructions de monsieur le président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune, on a déjà procédé à la préparation soit de nos fermes, soit d'autres aires de stockage et de commercialisation, en collaboration toujours avec Said Al-Oulet, M. Liwali, qui nous donne toujours des facilités. Et ça, c'est très très important. J'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir très bientôt lors de l'approche de cette date pour nous donner plus de détails. On a toujours l'NTV sera le premier Inch'Allah invité pour filmer. Pour filmer l'arrivage c'est-à-dire actuellement le citoyen il aime le concret. Absolument, c'est vrai. Avec les chiffres, etc. Une image vaut mille mots. C'est pour ça qu'on utilise trop les réseaux sociaux. Et vous avez raison. Donc, merci beaucoup, M. Belhaoun, d'avoir répondu présent pour être parmi nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très très bientôt pour parler justement de cette nouvelle opération. Merci à vous. Et quant à nos chers téléspectateurs, on continue avec notre troisième plateau. Mais tout d'abord, petite pause musicale. On vous laisse apprécier. On se retrouve
Houari Bouabdallah. Alors, on continue, mesdames et messieurs, avec un autre bel événement que connaîtra la wilaya d'Oran demain, Inch'Allah, au niveau du musée national Ahmed Zabana d'Oran, à savoir la journée sur l'exposition plutôt sur le Hayek. Et pour en parler plus en détail, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui la chargée de la communication du musée, Madame Boutaleb Leila. Madame Mahbabik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour tout le monde. Et merci pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous, madame. On va d'abord présenter aussi notre deuxième invité, M. Béchir Chayla, notre couturier phare de la wilaya d'Oran. Marhaba bik, M. Chayla. الله يسلمك شان نقول لكم رمضان كريم كل عام وانتم بخير الى كل العمال محطه وهران ومحطه المركزيه نقول لكم رمضان كريم وان شاء الله كل عام وانتم بخير شكرا et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, M. Chayla, surtout pour parler d'un sujet très très important, à savoir le vêtement traditionnel, plus précisément le haïk. On va en parler un peu plus en détail dans un tout petit instant, mais tout d'abord, Madame Boutaleb, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de cet événement qu'abritera le musée Ahmed Zabana de Inch'Allah. Alors, comme chaque année, oui. On célèbre la journée nationale du haïk prévue pour le 21 mars. Et à cet effet, le musée national d'Oran, on a tracé ou programmé un programme spécifiquement pour cet événement. Il s'agit de conférences, d'expositions et ventes dédicaces. Du moment que, il y a aussi des ouvrages qui seront présentés. Il y a Madame Sahri, elle va présenter son livre intitulé Le vêtement traditionnel oranais. Très bien, très bien. Et donc cette journée rentre dans le cadre de la promotion du patrimoine, notamment parce qu'on est en plein mois consacré au patrimoine féminin notamment. Féminin. Et donc, est-ce que cette initiative et cet événement rentrent dans ce cadre-là? Oui, justement. Très bien, très bien. Alors maintenant, M. Chayla, pour commencer, j'ai une toute question que je voulais vous poser. Est-ce que pensez-vous que le haïk aujourd'hui, comme vêtement traditionnel, a une place dans la société algérienne contemporaine? Justement, on va parler du haïk. Le haïk, pour le moment, il est disparu. Oui. Donc, le haïk, on a chauffé une fois, on a l'air de faire le rosa b'chita. Oui. Tout automatiquement, le haïk, il est disparu. Donc, on essaye de récupérer le patrimoine. Et surtout le haïk, parce que le haïk a un rôle très, très, très important. Mm-hmm. Oui. Et vous allez exposer notamment lors de cet événement? Oui. J'ai dans ma collection privée 102 pièces. 102 pièces. C'est ma collection privée. Hein. Oui. J'ai de haïk avant 1962. Oui. C'était une marma, demi-marma et une collection avant 1900. D'accord. Et déjà pour préciser à nos chers téléspectateurs, c'est que le haïk, il y a plusieurs variétés. Justement. De haïk, il n'y a pas qu'un seul. Oui. Donc je profite de votre présence aujourd'hui pour essayer de nous éclairer un peu sur le haïk et ses différentes variations. Le haïk, la naissance du haïk, c'était le magroun. D'accord. Pourquoi on dit le magroun? Le magroun dans le thème, c'est-à-dire un morceau. C'est-à-dire فيه الميزير. والمقرون هذا بكري كان يجي فيه 6 mètres. C'est-à-dire la femme algérienne كان ديره c'est-à-dire en 3 feuilles. دير هذيك لا فeuille الاولى فيها 2 mètres والزوجه تعاود دورها دير فيه 2 mètres. في 2 mètres ça fait 6 mètres divisé par 3 ça nous donne 2. C'est pour couvrir le corps. Oui. C'est pour ça des fois lorsqu'on voit des photos on voit la femme algérienne bouffante. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle couvert complètement le corps. D'accord. من بعد خرج الحايك اللي خرج هكا من المقرون خرج تاع اللوزه تاع السيمان تاع القناعه وتاع الورده هادو اللي خرجوا ما قبل 1900 تاع السيمان سيتي الحايك اللي كان يديره الامير عبد القادر اللي كان يلتم به روحه. اي بوركوا نقولوا السيمان باسكو لونسكو توش لو تيسو نحسوا الحيط ان بو غادي الشغل حنا نقولوا محرش. C'est pour ça qu'on dit Siman. Hadi, c'est la collection privée, mais quand j'ai les tissus pour le moment. D'accord. En 1962, خرجت المرمى. demi مرمى. Oui. تاع المبرد. تاع السبيكة هادو سي نون تاع يعني تاع الحايك اللي راهم يديروهم.
Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Bon, nous allons y revenir dans un tout petit moment. Je reviens vers vous, Madame Boutala, par rapport à l'événement. Parlez-nous un peu des différents exposants qui seront présents. Comme j'ai déjà dit, demain, Inch'Allah, à partir de 10h, on va organiser l'exposition de M. Chayla concernant les différents types de hayek. Donc vous allez exposer il va exposer au musée. Autre chose, du moment que la mission du musée, c'est conserver le patrimoine. C'est pour cela qu'on est là, peut-être pour donner un message au public. On aimerait bien voir la femme algérienne porter le hayek comme a toujours porté nos mères et nos grands-mères. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, à ce niveau-là, j'avais une question, Monsieur Chayla, par rapport au hayek. Est-ce qu'il y a des variations selon les régions du pays? Ou est-ce qu'il est toujours porté tel quel dans l'ensemble? Non, hayek, c'est-à-dire même au niveau d'Alger, c'est-à-dire le hayek d'Alger, Oran, c'est le même type, même fil, même mensuration, le mesure, avec 2 mètres sur 1 mètre 70. Avant c'était 6 mètres. En 1962, deux mètres, c'est plus léger pour que la femme algérienne ne soit pas trop, trop chargée. D'accord, donc généralement il ne change pas. Et chaque hayek a l'habillement, c'est-à-dire tanqiba. D'accord, d'accord. Ah oui. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus? Par exemple, la femme algérienne avant 1900 كان دير هذاك الحايك كان دير احنا نقولوا العوينه. C'est-à-dire que ça دير فيها احنا نقولوا 3 متر 2 متر في 2 متر في 2 متر et en plus دير احنا نقولوا دير هكا العوينه. C'est-à-dire الكوب احنا نقولوا باش ما يعرفوهاش شكون. وكاين احنا نقولوا دومي عوينه c'est-à-dire تبين غير النص. وكاين احنا نقولوا تحكمها بيدها ومين تولد ويكون عندها هذاك لي زونفون وتخرج تقضي احنا نقولوا تحكمها فمها. علاش؟ باسكو تكون ترفد هذاك الكوفه وتكون ديجا هذيك لاهيه. Très bien, très bien. Donc زعما باش تشوف لا فام algérienne هكا فاتت في عده مراحل en plusieurs étapes. Et comment aujourd'hui on peut justifier le fait que le hayek ne soit plus porté aujourd'hui par les nouvelles générations? On essaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement il y a eu ce délaissement justement de ce vêtement? Justement, je vous remercie beaucoup pour cette question parce que le melaya ou le djellaba, c'est elle qui a laissé à dégrader le hayek. Alors c'est que le hayek c'est une pièce unique, elle n'a pas de valeur. Elle est plus chère que le djellaba ou le melaya. Mais en même temps, c'est pas le même tissu aussi. Voilà. Oui. Ah oui. Par exemple, le marma, elle est faite en soie, en fil de soie. Il y a aussi que ça t'a l'ashhashi, que ça t'a silk. Il y a que du même marma. C'était à l'époque, il y avait des femmes qui sont pauvres. باش ما يشروش حنا نقولوا هذيك كسا المرمى كاسكو يشروا حنا نقولوا كسا عادي ويديروها في لو سافرون ولا يديروها في الكركم بور دوني لا كولور تاع المرمى. قال انا ثاني عندي مرمى. D'accord. وي باسكو افون يافي دي فامي ريش اللي يعني كانوا يشريو كسا المرمى واللي ما عندهاش زعما كميتو دار المغياج يقول لك انا ثاني لازم يعرفوني بلي راني دايره مرمى باسكو المرمى يعني كانت عندها يعني ان رول تري امبورطون. الوغ كاسكو الفي دير الماء دير شويه تاع الكركم تخليها تبات احنا نقولوا لا جورني هكا الصباح تحددها مي تلبسها تحسبها دايره تاع المرمى وهي نو. D'accord. باش تشوف زعما ça a un rôle très important. Donc c'est une question de prix et qui a fait en sorte que ce vêtement disparaisse avec le temps. Ah oui. قلت لك ابار حنا زعما كنشوفوها في الشده يعني ملي خرجوا لا ماري بالشده يعني راهم يديروا هذاك الحايك والحايك دي فوا كاين. Mais il est loué, il n'est pas acheté. Comment? Il est loué généralement. Loué, oui. Mais non, كاين certaines familles qui conservent الحايك. Oui. Mais c'est par génération, c'est beaucoup plus par génération. تكري الشده والكسا تاع هكا تاع مرمى تاع جداتها تقول لك نخرج بالكسا تاع جداتي. ولا ماجوريتي هكا تاع الحايك سي دي تروك هكا تاع الشده جاي افيك دو فيل سانتيتيك. دوري في الارجون وهي يعني لا فغي الكسا سيتي الكسا تاع المرمى تاع العشاشي تاع اللوزه تاع القناعه تاع السيمان parce qu'il y avait plusieurs types de hayek. Une question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Chayla, il y a certaines années de cela, j'avais croisé sur les réseaux sociaux un certain regain d'intérêt vis-à-vis du hayek. Il y avait plusieurs jeunes femmes qui ont commencé à le porter au niveau des rues d'Alger. Ils ont fait toute une marche à Alger pour faire la promotion justement de ce vêtement-là. Vous, aujourd'hui, en tant que couturier, est-ce que ce tissu-là pourrait être modernisé, pour être beaucoup plus adapté au goût des nouvelles générations et pour le faire vivre et le faire perdurer والله أنا j'essaie de faire le possible pour conserver le patrimoine, pour transmettre le message.
باش نبينوهم باللي ان يعني هكا قلت لك هذيك جداتنا لبسوا الحايك. انايا شوف انا نعطيك هذوك انكدوت. جو مابيل تري بيان واحد العام ما الله يرحمها كان دايره الحايك وكنت انا جيتي ان انفون بكري كنا نشدوهم في الكسي باش ما نتودروش. لو فوال طاح لها قالت لي منا وطيحتها لي كاسكا لافي دارت في قنت elle s'est protégée وعاودت تلحفت ستادي ما تلحفتش اون فاس الاخر سي كاشي ودارت الاخر باش تعرف باللي الحايك عندها رول تري امبورطون. الحايك il faut le porter d'une manière précise. بيان سور ميم الميت نهار اللي يموت يدي معاه مقرون باش تشوف انا يشوف هذاك لا نيسونس تاع الحايك. احنا نقولوا كانت بكري كانت كسا يعني باش هكا يستروا روحهم سي بور كوفر سي با بور حنا نقولوا تاع زينه بور هذاك بوتي سيتي احنا نقولوا مورسو دو توسي بور كوفrir لو كور. يعني par le temps il est devenu احنا نقولوا هكا مودرنيزي par des rayures de dessin هكا دي بكيت بوردري. من بعد الميت نهار يغدا يعاود يولي للمقرون. الوغ السطره في في الحياه والسطره في الممات باش تعرف باللي ان مورسو دو تيسو عنده دور كبير. Donc c'est pas juste un vêtement, il y a aussi toute une symbolique derrière. Bien sûr. والحايك ثاني فيها dans la culture algérienne. والحايك فيها ثاني فيها هذاك لا برودري تاعها ولا ما يندرش غير كيما هاك. Oui. C'est vrai. فيه لو فيستون فيه لا برودري فيه الشبيكه فيه لي جور هادو ما يعرفوش سي كوا لي جور. هذوك لي جور هذاك من يجي لا برودري سيغ لو كوتي هكا شادين لازم كل نهار احنا نقولوا احنا نقولوا ان فيل احنا نقولوا افيك اون ايغوي هكا تقلع هذاك الخيط الحرير ليجيرمون باسكو لا تقطع لها الكسا تروح. الوغ تبدا تقلع باش تخلي احنا نقولوا 1 سنتيمتر باش في هذاك لو فيد دير هذيك لا برودري. سي بور سا يعيطوا لها لي جور. احنا نقولوا كل نهار احنا نقولوا شاك جور ان لافي ان فيل. داكور دونك سا فيان سا. il faut qu'elle se concentre مع لو فوال باش هكا ما تغداش في لو ديزيام فيل يخسرها. الوغ تبدا بشويه تقلع تخلي ان بتي فيد من بعد ديرها في هذيك الطاره هذيك الاخر ودير هذاك لابغودي تاعها ملي تلبسه يجي طومبون. احنا نقولوا زعما سي بور دوني ان ديكور. داكور لو فيستون لا برودري لو فوال سي tout un monde. Justement ان شاء الله غدوه عندي اكسبوزيسيون بور بريزونتي مي سون دو بياس هذاك دي حايك سي دي بياس يونيك اون فارياسيون لا برودري ميم لا سيناتور باسكو بكري كانوا من يمشوا الحايك يديروا فيه بلا برودري سيغ لو كوان. باسكو على ليبوك من تكون عندهم مي سواري من يعرضوهم لاكوي نديروا هكا د لابورت يستفوا لهم الكسي تاعهم. دونك باغ اكزومبل من تجي خارجين ولا تقولها الكسي تاعها تقولها قريقه عين جو في فوا خيله تاعي فيها بابيون ولا فيها اون فوي كانوا يديروا دي برودري باش كل وحده تعرف الكسا تاعها باش احنا نقولوا ما يتلفولهمش. باش زعما تشوف المراه يعني الجزائريه ما كانتش قاريه بصح كانت فاهمه. اكزاكتومون. الوغ احنا نقولوا زعما وحده داتها باغ ايرور تقولها باللي شكون هذه تاع البابيون نقولها تاعي كانوا عايشين واحد vraiment زعما كون نعاودوا نقولوا لها هذه pour le beau temps, c'est le beau temps. En tout cas, c'est à travers des événements comme cela qu'on puisse revaloriser et promouvoir justement ce riche patrimoine algérien. En tout cas, on invite tous nos chers téléspectateurs à se rendre demain, Inch'Allah, à 10h au niveau du musée national Ahmed Zabana d'Oran pour découvrir ces magnifiques expositions de Haïk. Exactement. Et qui sera accompagné aussi de conférences sur le sujet. De conférences et ventes dédicaces. Conférence de Madame Lekbed sur le Haïk et Madame, comme j'ai déjà dit, Madame Sahri, vente dédicace sur son livre intitulé Vêtements traditionnels oraniens. Parfait. Je vais ajouter autre chose. Par exemple, كما بكري احنا نقولوا كان الرضا احنا كانت العروسه من يلحفوها يعني بغوا يحزموها بالكسا. الكسا كانت الرضا. دروك الرضا il est devenu modernisé. Avec des tissus synthétiques, يدير الحساسيه يدير هذاك des allergiques. Alors par rapport au tissu ancien c'était هكا des tissus en soie, en coton, c'est-à-dire المرأة كانت تلبسها ما كانتش تشكي avec هذاك سينيزيت ولا اون allergique. par rapport دروك هذيك دوك عروسه مش تلحف احنا نقولوا بالكسا تاع المرمى بكري كانوا يديروا البركه من يجي يحزموها تقول لها الحاجه عطيني تاعك المرمى نحزموا بها هذاك لما غير البركه. اعطيني الحزام تاعك بكري كان الحزام يعني بالكسا تاع المرمى دوك هذاك راهم يحزموهم بلي صاغي دو لامبورتاسيون. Il commence à se dégrader. Donc, c'est pour conserver le patrimoine. Parce que l'Algérie, elle est très riche. Le costume, l'art culinaire, de tout. Donc, je transmets avec le message, essayez de préserver votre patrimoine
Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, monsieur Chiali. Voilà. Avant de conclure, j'aimerais bien dire que le hayek, il fait partie de notre identité. Tout à fait. On doit le conserver et on doit le mettre en valeur. Exactement, exactement. Merci à vous, Madame Boutaleb Leila, d'avoir répondu présent aujourd'hui pour nous parler de cet important événement qui aura lieu demain. On invite nos chers téléspectateurs à se rendre en masse pour découvrir ce riche patrimoine, parce que c'est à travers nous tous qu'on puisse le promouvoir et le valoriser. On continue à présent, mesdames et messieurs, avec notre dernière ligne droite, dernier plateau, mais tout d'abord, petite pause musicale et on se retrouve juste après. أمهل فلا تعجل واللي صبروا نالوا يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن للعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله الصبر على الحال حتى يفرج الله الصبر على المحال حتى يفرج الله Mesdames et messieurs, avec notre dernier invité, un auteur qui nous vient de la wilaya de Mostaganem, comme je vous l'ai dit, un auteur qui a déjà 4 ouvrages à son actif, monsieur Ramdan Graïn. Ramdan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Déjà, merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici, quand même vous venez de Mostaganem. Oui. Bon, on va profiter un peu de l'occasion pour vous présenter à nos chers téléspectateurs. Vous êtes diplômé en traduction. Interprétariat, oui. Interprétariat, comme moi d'ailleurs. Très bien. Et on a même eu le même sujet de... Bon, moi c'était magistère et vous c'était master sur terminologie. Terminologie, exactement. Oui. Alors, au fait, la première question que j'ai toujours voulu vous poser, parce que ça fait un bon moment que j'essaie de vous avoir, c'était pas évident. Alors, je sais que vous n'avez pas été un grand lecteur à un certain âge. Pas beaucoup, non. J'ai commencé vers le tard. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que justement vous vous consacriez à un moment donné à la lecture? Je sais pas, c'était peut-être... Des rencontres? C'était un peu des rencontres. On m'a toujours poussé à lire. Oui. Dans mon cercle familial, beaucoup de monde me disait vas-y, essaye. Ça m'a jamais vraiment parlé. Et puis c'était à l'université, surtout Flacité. Oui. C'est l'ennui. Oui. L'ennui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de... Distraction. Du coup, j'ai commencé par un livre, un deuxième, et petit à petit, c'est venu. Comme ça, je me suis retrouvé dedans. Un livre en particulier qui a changé votre vie? Bof, il y en a... Ou votre perception des choses? Oui, c'était plus une suite. Il y a eu Jour de Kabylie, il y a eu bon, les tout premiers que j'ai lus, c'était un peu le Da Vinci Code. Il y a eu aussi
Un peu de Coelho, on commence toujours par un Coelho ou deux, et puis petit à petit, j'ai... D'ailleurs, là-dessus, vous me tendez la perche, parce qu'en découvrant votre tout premier roman, j'ai retrouvé beaucoup de Coelho, justement. Est-ce que c'était à un moment donné, c'était la période où vous lisiez beaucoup Paulo Coelho qui a fait en sorte que ça influence indirectement votre... Peut-être. Bon, je précise à nos chers téléspectateurs que je parle du premier... Oui, le livre. Exactement. C'est un roman de Ramdan Grahin qui s'appelle sobrement le livre. Exactement. C'est cette quête de l'ailleurs, du voyage. Oui, un voyage initiatique d'ailleurs. Voilà, et ça se retrouve aussi beaucoup dans le livre de Coelho. L'alchimiste, exactement. Oui. Mais au fait, le plus beau dans le livre en question, c'est qu'on ressort avec très forte énergie positive quand on le finit. C'est que c'est vraiment le livre qui applique à 100% la citation ce n'est pas le voyage le plus important, mais ce n'est pas la destination. Voilà, qui importe, c'est le voyage. C'est le voyage. Et c'est absolument ça ce qu'on retrouve dans le bouquin. Et la plus belle chose, je vais peut-être malheureusement un peu spoiler pour nos chers téléspectateurs, mais c'est que le plus beau, c'est que la conclusion avec laquelle vous en sortez, c'est que tout le monde peut être l'auteur du plus grand livre du siècle. Oui, en quelque sorte. On n'est pas obligé de le chercher à chaque fois, on peut en être l'auteur. En quelque sorte, il est déjà en nous, ce livre qu'on cherche. Oui. C'est un peu ça l'idée derrière le livre, c'est que durant tout son voyage, le jeune homme, il est là, il part d'un pays à un autre, il rencontre des tas de personnes pour chercher un livre qui paraît être légendaire, alors qu'en vrai, le seul livre dont il avait besoin, c'est celui qu'il finira par écrire à la fin du livre. Oui. C'est son livre. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit au tout début quête initiatique. Voilà, exactement. C'est qu'au final, on va, à travers sa recherche du livre, automatiquement il va se découvrir lui-même. Lui-même, oui. Ouais. Et là-dessus, j'aimerais parler d'une chose, c'est que j'ai remarqué dans l'ensemble de votre œuvre, donc les 4 réunis, une fascination pour le voyage. Est-ce que vous êtes un adepte vous-même du voyage? C'est pratiquement tous des road movies, hein, en quelque sorte, même road movie médiéval. Mais pas autant que je l'aimerais en tout cas. Si c'est le cas, mais j'aimerais voyager plus. Qu'est-ce que ça représente pour vous le voyage? C'est la quête de l'ailleurs, c'est toujours aller voir. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte à côté. Absolument, absolument. Alors une question, Ramdan, par rapport à ce livre-là, le premier en tout cas, quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier ou une rencontre en particulier qui a fait en sorte que vous vous dites c'est bon, c'est le moment que j'écrive mon propre livre? Pas vraiment, c'est venu de nulle part, on va dire. C'était comme ça, j'ai commencé à l'époque, j'écrivais plus des petits poèmes avec des rimes. J'écoutais du Grand Corps Malade, j'essayais de faire mes propres slams, on va dire. Ah d'accord, d'accord. Et adepte du slam aussi, d'accord. Voilà, petit à petit, c'est venu comme ça. J'ai voulu en quelque sorte exprimer un truc qui était plus que de la poésie. Oui. Et on va dire que j'ai voulu écrire un livre et ça a fini par devenir l'histoire d'un homme qui écrit son propre livre à travers tout un voyage. Il y a un peu de vous dans cet homme-là? Un peu, oui. Un peu beaucoup, on va dire. Donc, quand on écrit, on ne peut pas ne pas mettre... Je pas jusqu'à dire autobiographique, mais il y a un peu de vous. Voilà, c'est pas autobiographique, mais c'est beaucoup de moi, un peu la façon dont on voit le monde. Genre un auteur, il a beau vouloir s'éloigner de ça, il finit toujours par transparaître à travers ses écrits. D'ailleurs, en parlant de la façon de voir le monde, on remarque que ça s'assombrisse de plus en plus au fil de vos œuvres. Donc pourquoi parce que c'est vrai, si on revient au tout début, c'est quand même une vision, je dirais pas... Ouais, un peu idyllique du monde. Exactement. Voilà, dans le livre, tout à fait. Conquistador, ça s'assombrit un peu. Ah, oui, un peu, exactement. Voilà, c'est un peu, ça se passe dans le même univers. Le livre Conquistador, c'est le même univers. Tout à fait. Les personnages, ils se rencontrent dans les 2 livres, les personnages principaux. Tout à fait, oui. Mais dans les autres, ça, on va dire qu'en prenant de l'âge, on réalise un peu, genre l'aspect idyllique, il est là, mais on doit se battre pour continuer de le faire vivre, du moins, dans notre vision du monde. Oui, parce que si on prend votre tout dernier ouvrage, donc À l'Ouest du Paradis, lui, il est beaucoup plus ancré dans la réalité. Oui, exactement. Beaucoup même. Beaucoup, c'est un peu une fresque sociale
du vécu. Il n'y a pas beaucoup d'imaginaire dedans. L'imaginaire n'a pas sa place. Oui, oui. Donc bon, on va y revenir un peu plus en détail sur chaque ouvrage, mais j'aimerais parler un peu de votre personnalité artistique. Y a-t-il eu à un moment donné des auteurs, ou jusqu'à présent, des auteurs qui influencent continuellement votre démarche artistique et même Oui, j'aurais bien aimé, mais je m'éparpille trop, beaucoup trop. Genre, quand j'essaie de découvrir une nouvelle œuvre, je ne le fais pas quand je découvre un auteur. Oui. C'est souvent à travers une œuvre ou deux. Je ne m'approfondis pas beaucoup. Ce qui fait que c'est un peu comme une abeille qui butine d'une fleur à une autre. C'est parfois des classiques, parfois des œuvres contemporaines, parfois... J'arrive pas à me concentrer, à trouver, on va dire, un endroit ou un auteur chez qui je vais essayer de m'étendre, de voir réponses, un peu, voilà. etc. Et, je sais que beaucoup d'auteurs que j'ai reçus au fil des émissions disent qu'ils n'aiment pas lire pendant qu'ils écrivent, pour ne pas justement pour ne pas s'inspirer d'un quelconque, pour ne pas s'imprégner d'un quelconque écrivain. Est-ce que c'est votre cas aussi? Non. Moi, il vous arrive de lire tout en écrivant? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive beaucoup. Et genre, ça ne déteint pas spécialement sur ce que j'écris. D'ailleurs, ça fait un bon moment que je n'ai pas écrit quelque chose. L'Utopie de Verdun, c'était il y a 2 ans. Et depuis, j'ai écrit 1 ou 2 nouvelles, mais c'était pas, j'ai pas publié du moins. Oui. Et là, je me concentre plus un peu sur de la peinture. Du coup, je m'éloigne un peu de l'écriture. Là-dessus, vous me tendez une belle perche d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de voir vos travaux, vos travaux de peinture. Et la première des choses, la première impression que j'ai eue en tête, c'est « Ah tiens, c'est un mouvement Hauchem ». Ah bon? Donc justement, est-ce que, je me suis dit, est-ce que c'est involontaire? Est-ce que c'est venu comme ça? Ou est-ce que vraiment il s'est inspiré de peintres comme Denis Martinez ou Issi Akham? Aucune idée. Genre, quand je peins, je me vide la tête. D'ailleurs, ce qui est sur la couverture de l'Utopie de Verdun, c'est un truc que j'ai fait. Ouais. Et pourtant, c'est très, très, très inspiré du mouvement Hauchem. Et bon, si en même temps, c'est l'inspiration. Voilà. Je me vide la tête, je prends un stylo ou bien un pinceau et je me mets à remplir. Et c'est venu aussi comme ça, apparemment, parce que vous n'étiez pas aussi peintre de... Non, c'est venu c'est très très récent. Et ça a commencé depuis que j'arrive pas à écrire, je gribouille. Et le temps d'avoir de l'inspiration pour... Voilà, le temps de trouver quelque chose à écrire, je remplis des feuilles, mais avec... Oui. Alors maintenant, j'aimerais revenir à votre deuxième ouvrage. On l'a abordé brièvement, à savoir Conquistador. Vous avez cité quelque chose qui était très, très important, c'est le fait qu'il se passe dans le même univers que le premier ouvrage, à savoir le livre. Sachant que les deux ne se passent pas dans la même période, on va dire. Présentez-nous un peu ce deuxième ouvrage par rapport au personnage qu'on croise dans le premier. Alors, quel est le lien? Le lien, c'est justement... C'est pas la même temporalité. C'est pas la même temporalité. Il y a à peu près un siècle entre les deux, à peu près. Et le Conquistador commence avec le grand-père du personnage principal. Oui. Voilà, du coup, je raconte un peu l'histoire de toute la famille Marquez, de son ascension. Le grand-père qui était un peu un pêcheur qui n'avait pas de famille, qui n'avait rien, aucun héritage, et qui, du jour au lendemain, se retrouve détenteur d'une grande fortune, à savoir le trésor que transportait un conquistador. Tout à fait. Et il va bâtir tout un empire. Et après, il va y avoir la guerre. Bon, dans ma tête, ça se passe un peu au niveau du Brésil. Oui. Du coup, il va y avoir la guerre de libération. Et le petit-fils du pêcheur, qui est Ezio, lui, il va prendre part à cette guerre. Après, il va trouver le bonheur, il va tenter de fonder sa famille du moins. Il va perdre son épouse. Mais tout au long de son existence, il y avait un coffre qui se trouvait dans le bateau du conquistador, qui est resté scellé, et c'est lui qui l'a ouvert. Et à l'intérieur, il a trouvé un livre. Et c'est un peu le fil conducteur, le fil rouge entre les deux livres. Oui. C'est 2 livres, entre le livre et Conquistador. Tout à fait. Tout comme le personnage du premier livre était à la recherche de l'ouvrage. Oui. Ezio, c'était un peu la même chose pour lui.
il cherchait le livre qui était chez le jeune homme et le jeune homme cherchait le livre qui était chez Ezio. Donc le but reste toujours le même, c'est la quête de savoir. Peu importe la temporalité, peu importe le siècle dans lequel les deux personnages se sont cherchés, se sont découverts à travers leur quête. Oui. En fait, je me posais la question le jour où je l'ai découvert, c'est que pourquoi il a ressenti le besoin de consacrer tout un ouvrage à ce personnage-là? Parce que c'est vrai que vous l'abordez dans le livre, mais brièvement. Oui, très brièvement. Et je me suis dit, est-ce qu'il a tellement apprécié ce personnage-là qu'il a voulu lui dédier tout un ouvrage? Mais au fait, le personnage d'Ezio, du moins dans le livre, quand je l'ai écrit, il m'a beaucoup été inspiré par M. Ben Mansour, qui était le doyen des peintres algériens, qui avait à l'époque sa librairie près de la Grande Poste, rue Misti. D'accord. Et j'étais étudiant et je l'ai interviewé une fois. Mais notre rencontre, c'était vraiment par hasard. Je cherchais à acheter un cadeau et je suis rentré par hasard dans sa librairie. C'était comme décrit dans le livre. C'était pas une librairie, c'était un peu. Il est peintre et en même temps libraire. Et il y avait tout plein d'objets, de petites sculptures. C'est une sorte de brocanteur. Voilà. Oui. Et c'est une rencontre qui a duré en tout et pour tout 20, 30 minutes, une demi-heure. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez parlé je pense, oui, maintenant ça me revient. Vous avez dit une rencontre qui a déclenché un peu. C'était ça, en fait. J'avais oublié, mais maintenant ça remonte. C'était M. Ben Mansour. C'était la première fois que j'avais écrit une petite nouvelle. Oui. Et ça parlait justement de notre rencontre. J'étais rentré à la cité universitaire et j'ai pondu 3 pages d'un seul coup. Voilà. Et de là, c'était parti. J'en ai écrit une petite deuxième, mais après, c'était le livre. Ouais, c'était fluide. Voilà. Et c'était sa rencontre. C'est lui, il m'a parlé un peu d'un âge d'or de la littérature en Algérie, qui était un peu les années 50, 40, 60. Voilà. Yassine, etc. Voilà, il a connu un peu, il a côtoyé cette élite. Ah oui, d'accord. Il m'a parlé de ces peintures qui étaient un peu exposées un peu partout à travers le monde, dont une qu'il a nommée La Vague. Il m'a raconté qu'il s'était perdu pendant 3 jours en mer, dans un bateau espagnol. Et il croyait que, au fait, c'était la fin. Il n'avait plus d'eau, plus de nourriture. Et c'est un bateau qui passait par hasard qui les a sauvés. Et il m'a dit de ces 3 jours, il faisait chaud, je fixais la mer. Et il a dessiné comme ça une grande vague de 2 mètres sur 1 mètre. Et il m'a dit qu'elle a fini exposée dans le hall d'entrée d'une multinationale à Tokyo. Oui. C'était vraiment une belle rencontre. Impressionnant. Et c'était hors du temps, j'avais l'impression, moi qui étais là, je cherchais un cadeau et je me suis retrouvé dans une sorte d'univers parallèle. C'est ces rencontres hasardeuses qui changent un peu le cours d'une vie. Avec un vieil homme, tablier blanc, plein de peintures multicolores et qui se met à me parler d'une époque un peu fantasmée de la littérature. Moi qui commençais à peine à faire mes premiers pas, même pas dans l'écriture, mais simplement dans la lecture. Absolument. Je lisais à peine. Et lui, il me parlait de cette époque, je voyais un peu tout le décor dans lequel lui il vivait tous les jours et je pense que c'était ça, ça m'a inspiré. Alors Ramadan, on va profiter des quelques minutes qui nous restent avant de clôturer l'émission pour parler d'un ouvrage qui m'a fasciné, à savoir votre nouvelle L'Utopie de Verdun. Alors ça c'est une nouvelle surréaliste. C'est un homme qui est voué à marcher constamment avec un anneau accroché à sa tête. Un anneau aussi bizarre que ça puisse paraître. D'où vous est venue l'idée d'écrire un truc pareil? Sincèrement, je me rappelle, je voulais écrire quelque chose, je n'avais aucune idée. Je me suis dit, ok, on va partir par le concept le plus simple, le plus facile, un constat, un début. C'est un homme qui marche. On a un homme qui marche, on va essayer de bâtir, de construire une histoire autour de cet homme, de lui donner un contexte. Et petit à petit, il a commencé à marcher, à vouloir redéfinir les choses, à comprendre, pourquoi une table est une table, qui a dit que c'était une table, depuis quand que c'est une table. Il va tout remettre en question. Après, voilà, il y a une table basse, pourquoi la table basse par rapport... Et il remet en question tout ce qui l'entoure. Et la dernière question, c'est que pourquoi cet anneau-là? Je sais pas, c'est venu comme ça. Est-ce que c'est une forme d'ange? Aucune idée. Il y a d'autres personnages qui ont des anneaux ailleurs, il y en a qui ont autour des bras, mais je sais pas, pour lui c'était comme ça. Je m'accrochais, c'est comme si écrire, je m'accrochais à l'histoire.
je devais à chaque fois... C'est l'histoire qui se racontait. Voilà, si je déviais d'un peu plus de ce que ça voulait dire, j'allais perdre le fil, j'avais l'impression. Du coup, j'ai fait que continuer. Et cet anneau, il représente un peu sa liberté de penser. Parce que lui, il pensait librement par rapport au contexte dans lequel il a vécu. C'est un peu, on emprisonnait son esprit. Bon, affaire à suivre. On aura l'occasion de vous recevoir, j'espère, pour d'autres occasions, pour en parler un peu plus en détail. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, Ramdan, d'avoir été présent parmi nous. C'est une rencontre très, très intéressante et c'est un plaisir d'échanger avec vous en termes de littérature. Merci beaucoup à vous, Ramdan, et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie, à leur tête notre réalisatrice, Asma Seddiq. Quant à moi, je vous dis prenez bien soin de vous, passez une excellente journée, صحافة.com, et à très bientôt. Au revoir. حصن علمك وزيد علم لا تدريه وتعلم فيه وسيل لا تعرفاش وفهم فحول الكلام وشروط معانيه حكمة من غير